Le micro, il est bon? Oui. Bon, on va y aller. Si ça vous dérange pas, je laisse 51 secondes pour que vous puissiez vous asseoir. Comme ça, on va commencer à 17h05. Je crois que c'est retransmis dès maintenant en ligne. Pour ceux qui sont en ligne, sachez que vous avez le droit de poser des questions et même que quelqu'un me donnera les questions à la fin et j'essaierai donc d'y répondre. Bon, vous avez été plus rapide, je vais y aller direct alors. C'est bon? Personne ne m'a donné le top départ, donc je vais le prendre tout seul. Notre vie après Safe, donc Samuel Rothière, je suis Technical Operation Manager chez Pixis, qui est la filiale tech de Cdiscount. Et quand je m'ennuie, j'organise la conférence qui s'appelle la Flocon et j'écris aussi des livres blancs. Bon là, il y en a encore un autre qui est dedans, mais ce que je conseillerais, c'est Culture Flow et Culture Produit. Et je me ferai de la pub à la fin, vous inquiétez pas, sachant que j'ai rien à vendre. Donc là, Pixis en quelques chiffres, donc je le répète, filiale tech de Cdiscount. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas que Cdiscount, la partie B2C qu'en général vous connaissez, il y a aussi d'autres choses, Octopia, donc la filiale qui est dédiée aux solutions de marketplace. En gros, vous avez un site où vous vendez des chaussures et vous voulez rajouter d'autres vendeurs, et ben on va vous trouver d'autres vendeurs de chaussures, comme ça vous aurez votre marketplace. Il y a juste à s'interfacer sur nous. C'est logistique parce que on sait livrer des colis jusqu'au bout et donc si vous voulez gérer juste votre site et que vous voulez pas gérer la logistique jusqu'au dernier round, on va dire, on le fait pour vous et on fait aussi donc de la pub. Et la partie Baline, c'est on sécurise alors beaucoup de sites de l'État pour info. C'est notre outil de cybersécurité. Ok, il était une fois. Alors, il était une fois le B2C Cdiscount et là, je vais pas en parler aujourd'hui. On va surtout parler de la partie B2B, la partie Octopia. Donc, en gros, ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'est que Cdiscount était assez mature et à ce moment-là, on a décidé de faire un gros pari, donc de se lancer dans une partie B2B en disant le relais de croissance de Cdiscount.com, c'est de se lancer dans les marketplaces pour d'autres clients. Et donc, on a lancé Octopia. C'était il y a quelques temps, à peu près il y a 3 ans. Donc, le défi de l'an 1, on est parti avec rien parce que le but, c'était vraiment d'offrir des solutions de marketplace à d'autres sites internet. Et donc là, il a fallu construire toute la maison. Il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on a récupéré le socle de base quand même qui venait de Cdiscount.com parce qu'on sait faire 2-3 trucs et on a commencé à construire Octopia. À ce moment-là, Safe nous a beaucoup aidé parce que le but, c'était vraiment de livrer toutes les fonctionnalités socle. Tant que vous n'avez pas tout le socle de base, vous pouvez aller voir un prospect et dire « Ok, on va te vendre ça, mais si on n'a pas les fonctionnalités de base, ça sert à rien. » Donc, Safe nous a beaucoup aidé à structurer la partie delivery, donc aider à la croissance, parce qu'en plus, on a mis beaucoup d'argent dedans pour lancer le gros pari, parce que à partir du moment où on lance un gros pari, on va pas se lancer avec une seule équipe. Donc, on a lancé beaucoup d'équipes. Et focus fort sur le delivery. Pourquoi? Parce que fallait faire tout le socle de base. Donc ça, c'était, on va dire, l'an 1. Bon, 2 ans plus tard, ça a été un peu compliqué, on était un peu sous pression. Alors, c'est aussi la culture de la boîte de faire beaucoup de choses, d'aller vite, et on a tendance à marcher très très vite, voire à courir, et on a eu quelques soucis, à un moment on s'est posé. Donc là, après, je précise tout de suite que c'est notre vie après Safe. Je n'ai aucun avis sur Safe, le framework en tant que tel. Je suis juste en train de raconter notre histoire et les problèmes qu'on a eus. C'est pas lié au framework nécessaire lui-même, c'est lié en partie à nous. Je pense que c'est lié un peu à tout. Et donc, le problème qu'on a eu, voilà. Alors, des frontières très poreuses. Tout le monde fait tout, mais tout n'est pas fait des personnes qui découvrent tard sur les sujets. Donc, il y avait beaucoup d'énergie qui était faite, mais on n'était pas si efficace que ça. Alors, les objets partagés. Donc, en gros, dans Jira, on avait 5 niveaux, je crois. C'était US, Epic, thème, plan, initiative. Et en gros, là, il y avait toute la hiérarchie dedans. Et franchement, à comprendre, c'était compliqué. La non-contextualisation du framework, donc ça, c'est le truc qui me faisait hurler. C'est quand quelqu'un arrivait en disant « Ah, dans ma fiche de poste, dans Safe, c'est écrit que je dois faire ça, alors je fais ça. » Alors là, moi, le truc qui me saoulait, mais grave, donc on a vu ça à un moment. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Un train de retard. Notre time to market, il était quand même pas génialissime. Moi, j'explique ça en partie parce que, en gros, un trimestre de disco, un trimestre de delivery, en général, on s'en prenait un deuxième. Donc, on avait à peu près 2 trimestres de delivery. Donc, au minimum, on avait 9 mois. Vous rajoutez un peu avant, un peu après. Le time to market, il pouvait facilement dépasser 1 an. Alors, des priorités non stables sur un trimestre. Dans notre ADN de boîte, on a tendance à être très bon pour réagir, on en est fier. Et dire, on fige les priorités sur un trimestre, bon, globalement, on sait pas bien le faire, voire on veut pas le faire parce que c'est pas dans l'ADN de la boîte. Donc, on est arrivé à le faire en forçant un peu, mais globalement, avoir des priorités stables sur un trimestre, c'est pas le truc qu'on sait hyper bien faire. L'autre problème qu'on avait, c'est pas assez de discovery. En gros, on avait le delivery qui prenait toute la bande passante. Alors, ça pouvait se justifier au début parce que au début, c'était simple. Il fallait faire les fonctionnalités de base d'une marketplace. À partir du moment où on commence à arriver sur d'autres fonctionnalités, ça commence à être un peu plus compliqué. Et là, il faudra faire du discovery. Et ça, globalement, on le faisait pas trop.
Et après, les problèmes qu'on a eu, saturation des équipes, on était vraiment hyper chargé parce que le fait qu'on bougeait les scopes, c'était pas trop qu'on avait tendance à dire ok, je rajoute ça mais j'enlève ça. Vous vous devinez ce qui se passait, c'est je rajoute ça et je rajoute ça parce que sinon c'est pas drôle. Donc on va dire le sprint de respiration à la fin, ça n'existait pas vraiment et voilà. Donc c'était un peu on y va. Et après beaucoup de sujets en parallèle. J'en parlerai, je crois, un tout petit peu après. Quand on a commencé à visualiser tout le long cours et vraiment avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passait, on avait à peu près 10 gros cailloux, donc ce que nous on appelle des thèmes par équipe. Ça commence à faire beaucoup et ça, on a énormément bossé dessus pour diminuer tous les encours. Mais ça, globalement, la gestion pour moi, j'explique ça un peu par la gestion par scope. Vu qu'on priorisait sur tout ce qui arrivait sur le trimestre, on mettait plein de choses et les gens avaient tendance à ouvrir tous les sujets d'un coup. Ça, on a complètement killé après. Bon, le but, c'est pas d'expliquer tout ce qui est pas bien sur Safe ou surtout tout ce qu'on a mal fait sur Safe. Le talk, c'est plutôt notre vie après Safe. Donc là, je vais commencer à expliquer ce qu'on a mis à la place. Et donc là, quand même, à un moment, on s'est posé, on s'est dit non, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Là, je mets l'image de la forêt avec beaucoup d'arbres parce qu'on bossait beaucoup, on dépensait beaucoup d'énergie, mais on n'avançait pas nécessairement si vite que ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un événement qui a fait... Alors déjà, on s'était posé, puis en plus, il y a un événement qui est arrivé. Je suis en train de parler de la guerre en Ukraine. Là, j'en discutais juste avant, donc vous avez peut-être pas suivi tout sur les conséquences de la guerre en Ukraine, mais quand même une partie. Guerre en Ukraine, inflation, et là, la consommation sur la partie e-commerce, on a quand même... on l'a senti. On l'a senti assez vite. Et donc nous, on a décidé de se réorienter par rapport à ça. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vu qu'on l'a senti assez vite, moins de ventes, on peut pas avoir le même niveau de dépenses, donc on a réorienté les dépenses au niveau des, on va dire des gains. Donc ça a été un événement assez fort pour nous. Donc déjà qu'on avait quelques problèmes avant, je les ai listés, ça nous a forcé à bouger. Et finalement, ça a été un événement qui a été hyper intéressant pour nous parce que ça nous a forcé à changer l'organisation et en même temps, donc on a pu aussi changer le modèle opérationnel. Qu'est-ce que je vous montre là? Si vous voulez avoir tout le détail, vous irez sur la chaîne YouTube Pixis. C'est l'approche qu'on a du design d'organisation produit. Et là, globalement, on a utilisé du DDD. Alors, à l'époque, on n'avait pas utilisé Jobs to be done, mais là, on les a utilisés. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a mappé les business domaines. Donc, en gros, on a mappé toute la partie métier. Et donc, en gros, on a dit ici, il y a une partie gestion du référentiel des vendeurs. Là, on parle des produits. Là, on parle des offres. Là, on parle de la logistique. Là, on parle de la finance. Et en fonction de ça, on a commencé à mapper les équipes dessus et à voir à quel endroit elles étaient. Et donc là, la petite blague d'un DPM, il disait que l'organisation d'avant, on avait maximisé les dépendances entre équipes. Et là, quand on a fait ça, on a essayé justement de faire l'inverse, de minimiser les dépendances entre équipes. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que globalement, je trouve souvent qu'on part sur un framework d'agilité à l'échelle comme Safe en prenant le train tout de suite pour coordonner. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, je dis pas qu'il faut pas coordonner, je dis que d'abord, je vais essayer de casser toutes les dépendances. Si j'arrive pas à casser toutes les dépendances, ce que je vais faire, c'est que je vais les diminuer. Et si j'arrive pas à les diminuer, je vais faire de la coordination. Mais je fais d'abord les 2 premières étapes avant d'arriver à la 3e. Alors, ce que j'appelle pour info la 2e, qui est minimiser les dépendances, c'est que si vous avez une équipe qui est un peu sous l'eau et une qui a moins de travail, ce que vous pouvez faire, c'est une équipe prend le backlog de l'équipe d'à côté. Et comme ça, il n'y a plus besoin de faire de la coordination. Donc, par défaut, ce qu'on a essayé de faire, c'est casser toutes les dépendances. Donc, on a eu une approche socio-technique. On mappe le métier, on mappe les équipes, on mappe les assets techniques et on essaye de couper toutes les dépendances qu'on peut pour justement ne plus avoir de dépendance. Vous avez tout le détail sur justement la chaîne YouTube Pixis. Et donc, après, on arrive avec une forêt qui est beaucoup plus clairsemée comme ça. Alors, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps sur quel est l'indicateur qui me permet de dire ça. Globalement, on a un peu aussi rationalisé les objets. J'ai un objet qui est une ambition, qui est le gros caillou dans ma roadmap. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois qu'on était entre 4 et 5 équipes par gros caillou avant qu'on fasse ça. Et après, on est tombé à 1,4. Donc en gros, je sais que sur un gros caillou, il n'y a que 1,4 équipes qui est sollicitée pour ça. Bon, il y a un peu de truandage pour info, mais ça c'est toujours comme ça. Alors pourquoi c'est du truandage? Parce que vous expliquez les règles du jeu au PM, donc au Product Manager, ils vont essayer de faire les gros cailloux pour faire que ce soit que chez eux. Et donc en gros, le chiffre 1,4, il est excessivement bas pour info. On est remonté au-dessus de 2 et je trouve que c'est un bon chiffre au-dessus de 2. Ça veut dire que pour un gros caillou de la roadmap, j'ai 2 équipes qui sont impliquées. Je peux avoir 3, mais en tout cas, quand on a dépassé 4, il y avait beaucoup trop de dépendance. Donc, dès qu'on veut avancer, c'est compliqué. Et donc, on doit faire de la coordination. Mais en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup moins de problèmes de priorisation.
Après, on a aussi changé tout ça. Alors là, j'ai un peu de temps, je vais en profiter. Donc, en gros, on est revenu vraiment sur, on veut faire de l'approche produit et on veut être capable de faire de la priorisation globale et pas de la priorisation locale. Donc, on a ça qui s'est imposé. Donc, à l'époque, ça a été fait uniquement pour Octopia, la partie B2B, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça c'est partout chez nous. Donc, c'est quoi? C'est les 4 grandes étapes et ça, c'est imposé et c'est comme ça, c'est les règles de l'art chez nous, on fait ça. Et je vais vous les expliquer après. Et donc, en gros, on a normalisé les étapes et on a surtout normalisé les 2 premières à gauche. Et la dernière, pour info, elle n'existait pas beaucoup. Mais en tout cas, on a vraiment normalisé les 2 premières. Et les gens mélangeaient Product Strat et Product Disco. Je vous le fais. Product Strat, c'est quoi notre ambition? Donc, en gros, vous avez une opportunité qui arrive. Donc, une opportunité, c'est une idée d'un prospect, d'un client, une idée interne. Et globalement, à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce que je vais faire par moment. Donc ça, c'est là où on va faire éventuellement de la recherche exploratoire. Donc une ambition, c'est une ambition business. En gros, ce que je vais dire, c'est que sur cet objet qui a un gros caillou, je vais dire si on fait ça, on va gagner 2 points de conversion, un truc comme ça. Et à chaque fois, je veux pas savoir si l'appli elle va marcher. Hein. Je veux savoir vraiment quelle est l'ambition business, pourquoi on le fait. Et si j'ai pas d'ambition business, c'est que je suis en product stratégie. Donc là, je peux faire de l'interview utilisateur, je peux aller regarder de la data, et des fois, je peux même faire du dev. Alors pourquoi je peux faire du dev? Parce qu'éventuellement, ils me mettent une sonde, je vais tester un truc, parce que je ne suis pas capable de déterminer une ambition. Donc cette étape-là sert à sortir du brouillard, et c'est à ce moment-là qu'on va affiner ce qu'on veut faire, et qu'on va être capable de déterminer une ambition. Autre chose, à cet endroit-là, c'est là où on prend 90% des opportunités, on les met à la poubelle. Donc en gros, on dit, par rapport à la stratégie, par rapport à nos OKR, on décide de ne pas le faire en ce moment. Donc cette étape-là, elle est hyper importante parce que c'est le filtre qui fait qu'après tout rentre dans les tuyaux. Et à ce moment-là, il n'y a pas de time to market. On parle du time to market. Pour moi, le time to market, il commence à la fin de cette étape-là. Ça, c'est une étape qui peut prendre du temps et vous allez faire de la recherche exploratoire. Quand vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes capable de déterminer une ambition. Pour info, déterminer une ambition, c'est pas juste dire je vais augmenter la conversion, parce que ça, c'est pas chiffré. Et ça, le problème, c'est qu'une fois que vous allez aller en prod, on dira ok, c'est 2, c'est bien, c'est pas bien. J'en sais rien du tout. Donc là, c'est un chiffre aussi. On va passer de temps à temps. Première étape, product stratégie. Deuxième étape, product discovery. Là, vous avez votre gros caillou, vous avez déterminé l'ambition business. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'affiner. En gros, vous allez dérisquer. Donc c'est là où on parle de niveau de confiance du problème. Si mon niveau de confiance sur le problème, il est de 100%, je suis sûr que je suis en train de résoudre le bon problème, limite, on va y aller très très vite. En tout cas, c'est à ce moment-là, on peut refaire de l'interview utilisateur, on peut refaire d'aller analyser la donnée, mais par contre, on est focalisé sur la problématique, l'ambition uniquement sur ce sujet-là. Donc, dans la recherche exploratoire, des fois, on va retourner toutes les pierres du champ. Là, pas du tout. Je sais exactement ce que je cherche et je cherche à cet endroit-là. Donc, cette notion-là, c'est la notion de product discovery qui arrive après. Et là, le time to market, il est déjà parti. Et pour moi, c'est important de différencier product strategy et product discovery parce que sinon, on mélange des choses qui n'ont rien à voir. Là, j'ai déterminé l'ambition et je vais affiner, on va dire, la problématique et la solution. Et après, je vais partir en delivery. Donc, en général, ce qu'on dit, c'est qu'on affine le problème, après, on affine la solution. Alors, c'est pas aussi séquentiel que ça. Ce qu'on évite, c'est que, par exemple, quand je parle de niveau de confiance, si je dis, ouais, il faut faire ça et c'est mon CEO qui l'a dit. Bon, il a peut-être raison, mais c'est une personne qui l'a dit. Est-ce que vraiment mes utilisateurs, ils ont ce problème-là? C'est pas sûr. Et c'est là où on peut éventuellement faire du discovery parce qu'on veut voir ce que font les autres clients. C'est là où je dis aussi qu'il faut pas oublier les autres clients. Par exemple, quand on est en B2B, il y a souvent un client ou un prospect qui te demande quelque chose, mais c'est pas pour ça que tous les autres, ils veulent la même chose. Et nous, on essaie de faire une plateforme qui va être utilisable par tous les clients. Donc, c'est ça qu'on fait en Product Discovery. Après, et là, vous allez avoir du mal à lire, Product Delivery. Et là, j'ai mis un tunnel, pas du tout pour l'effet tunnel. Donc, c'est là où on prenait beaucoup de sujets en parallèle et on en avait beaucoup d'ouverts. Là, maintenant, on a une règle qui dit pas plus de 3 gros cailloux pour une équipe en même temps. Donc là, on a vraiment pris l'encours et on a fait... Et globalement, ce qu'on a constaté d'ailleurs en faisant ça, c'est que la productivité elle a augmenté de 30%. Alors, c'est pas que les gens ils se sont mis à bosser plus, c'est juste qu'ils se sont mis à bosser sur moins de sujets en parallèle. On prend un sujet, on le finit, on prend un sujet, on le finit, on prend un sujet, on le finit. Donc là, on l'a fait d'abord sur le delivery, après on l'a fait sur le discovery, et après on est remonté sur la partie stratégie. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois qu'on a fait ça, on a pris tous les sujets et on a fait, il est dans quel statut ce truc-là? Il y avait plein de trucs qui étaient ouverts. Et c'était, mais vous bossez vraiment dessus? Et c'était, ah ouais, non, on a bossé dessus il y a 3 mois, mais il reste un truc ouvert, on va devoir le finir, mais il est ouvert. Donc là, on a aussi pris tous ces sujets-là en disant, mais il est pas ouvert, en fait. Et on le finit. Et donc là, on est vraiment beaucoup descendu. Donc ça, c'est la partie product delivery qu'on savait déjà faire, hein, globalement. Mais en tout cas, on l'a beaucoup optimisé en évitant d'avoir plein de sujets en même temps. Et l'autre règle aussi qu'on a donnée, c'est de dire que
On ne lance pas un gros caillou si toutes les équipes du gros caillou ne sont pas disponibles pour bosser dessus. Une fois, on a déjà eu une équipe était en avance d'1 an par rapport à l'autre. Donc ça, c'est super, mais 1 an plus tard, il y a un rework qui est beaucoup trop gros. Donc là, c'est une synchronisation beaucoup plus forte sur les sujets. Vous me direz, le PI planning sert en partie à ça, et nous, on le voyait pas trop, ça. Et après, Product Learning. Donc, Product Learning, c'est important, et c'est là, pour moi, où on voit la différence entre ceux qui sont sur du projet et ceux qui sont sur du produit. Product Learning, c'est de dire, OK, mon ambition, c'était de gagner 3 points, c'est quoi la réalité? Et c'est là où je vais voir si je gagne 1 point, si je gagne 5 points. Là, je suis capable de savoir si, d'un point de vue business, parce que Product Learning, il y a 2 parties. Il y a, est-ce que j'ai, par rapport au business, c'est-à-dire j'avais une ambition de faire plus 5 points, est-ce que j'ai réussi? Et à quoi ça sert de savoir ça? Allez, je fais la réponse tout seul. C'est surtout quand vous avez un gros caillou, mais il y a un deuxième gros caillou, un troisième gros caillou, un quatrième gros caillou sur le même sujet, on va dire. Donc, nos gros cailloux, pour info, on appelle ça des thèmes parce qu'on utilise Jira, et la notion qui est au-dessus, c'est la notion d'initiative. Donc, en gros, je vais investir, par exemple, sur ce qu'on appelle promo boost, et je vais booster les promos sur le site. Et après, je vais souvent avoir un premier lot, un deuxième lot, un troisième lot, un quatrième lot. Ça me dérange pas de parler de lot, mais chaque lot a son ambition. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder si j'ai des résultats business de ce lot-là. Et la décision que je vais prendre, c'est de savoir si je vais continuer à investir sur les lots d'après. Pour moi, à chaque fois, ce qui est important de savoir, c'est à quelle question vous répondez. Donc, la partie learning, apprentissage au niveau thème, ça sert à savoir si je vais continuer à investir sur le sujet. Et j'ai un niveau plus bas, qui est le niveau épique. Mais ça, j'utilise des termes Jira, mais ça veut rien dire. Ça s'appelle un lot de valeur. Un lot de valeur étant un changement de comportement utilisateur. Là, qu'est-ce que je mesure? Je mesure si oui ou non j'ai l'usage, et c'est là où je vais faire du tuning. Donc, le tuning, c'est quoi? C'est de dire, OK, j'ai livré quelque chose en production, je me rends compte que j'ai pas l'ambition, c'est souvent parce qu'il manque quelque chose. Donc là, j'ai le droit, alors que je suis en learning, de rajouter un nouvel épique dans le backlog pour finir, parce qu'en fait, j'ai pas fini. Et en projet, on faisait quoi? On passait au projet d'après. Et on ne faisait jamais le tuning, et le tuning, ça fait vraiment que le produit final est de bien meilleure qualité. Donc ça, c'est pareil, un changement assez important de dire, OK, est-ce que tu as bien fait de bosser sur le sujet, ou est-ce que tu aurais mieux fait d'aller à la piscine? Cette étape-là de Product Learning, elle est quand même hyper importante, parce que c'est ça qui nous permet de faire des décisions d'investissement, et c'est ça qui nous permet d'améliorer le produit et d'améliorer l'usage. C'est bon? Et donc ça ressemble à ça. Et après, on peut avoir un débat théologique agiliste. Je ne veux pas justement du tout rentrer dans le triangle de fer. Donc là, ce que je disais, product stratégie, 80 à 90% des sujets, c'est là où on arrive à les mettre à la poubelle. Donc c'est là où on fait de l'adaptation au changement. Product discovery, ce qu'on va adapter, c'est ça, c'est le scope. Parce que globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir les utilisateurs, vous allez voir plusieurs problématiques. En général, vous n'avez pas qu'une problématique. Et en fait, vos lots de valeur, c'est quoi? C'est la réponse à toutes ces problématiques en question. Et potentiellement, vous allez livrer 4 ou 5 fois pour un gros sujet. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où j'ai défini l'ambition et que je rentre en discovery, ce qui va quand même beaucoup bouger, c'est plus le scope et moins de mettre des sujets à la poubelle. On m'a demandé il n'y a pas longtemps si j'avais un sujet de référence qu'on a mis à la poubelle à ce moment-là. J'en avais pas en tête. Globalement, si ici c'est bien fait, que l'ambition a été bien déterminée, qu'on arrive en discovery, c'est hyper rare qu'on mette le sujet complètement à la poubelle. Ce qui se passe, c'est qu'on va l'affiner au niveau du scope, mais le mettre à la poubelle, c'est souvent qu'on s'est planté là. Dans ces cas-là, c'est qu'on a mal estimé le niveau de confiance. Et après, une fois que je suis là, en delivery, je ne fais plus bouger le scope. Alors là, j'ai eu beaucoup de débats théologiques justement là-dessus. Mais en gros, à partir du moment où ici, vous avez une maquette prototypée, vous avez fait des tests utilisateurs, tous ces trucs-là, c'est quoi le risque qu'il y a là? Parce qu'en gros, si vous êtes en Scrum, vous avez vos US, vous faites une démo à la fin de votre sprint, vous avez du feedback utilisateur, ok, bon, vous avez un feedback utilisateur sur un produit final, mais là, vous avez fait du feedback utilisateur sur un prototype, qui en général, un prototype et la charte graphique, tous ces trucs-là. C'est quoi le truc qui peut vous arriver là? Donc en général, ici, le scope, on n'y touche quasi pas. Hein. C'est les dates qu'on bouge. Et c'est ça qui va bouger. L'incertitude, on va la faire bouger au niveau de la date. Et après, une fois qu'on est là, en learning, ce qu'on va un peu bouger, c'est uniquement la partie scope. Ici, il y a un peu plus dans le schéma. Alors, hebdo pour la porte d'entrée ici de la stratégie. Pourquoi? Parce que quand un prospect vous demande quelque chose, si vous mettez 1 mois à lui répondre qu'en fait vous allez le mettre à la poubelle, c'est pas terrible. Tandis que si vous mettez quelques jours à lui répondre que on va pas le faire tout de suite parce que c'est pas prioritaire, ça passe beaucoup mieux. D'où la fréquence qui est nécessairement un peu élevée. Après, mensuel. Donc vous voyez que sur la partie discovery, on fait de la priorisation mensuelle. On n'est pas sur de la priorisation trimestrielle. On est au niveau des gros cailloux et des thèmes. Et nous, par contre, on est en priorisation en flux.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne remplis pas un trimestre en disant je vais mettre tout ça dans le trimestre. Une fois que le trimestre est fini, vous devez avoir terminé tout ce qui est prévu dans le trimestre. Et après, vous allez passer dans le trimestre d'après. C'est tous les mois, je suis en glissant. Et donc, je me projette tous les mois à 3 mois. Ça, c'est un changement un peu dur au début. Et c'est ça quand même qui évite pour moi les effets où on livre tout à la fin du trimestre. Donc, quand vous faites ça, il faut essayer justement d'avoir du flux et qu'il y a des choses qui rentrent, qu'il y a des choses qui sortent. Et donc, en gros, tous les mois, on ne priorise pas l'intégralité d'un scope trimestriel. En gros, vu qu'on priorise tous les mois des objets qui sont normalement taille maximum 3 mois, on priorise à peu près un tiers du scope. Et voilà, on met en prod au fil de l'eau, c'est normal, et on fait de la priorisation. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la priorisation de discovery et de delivery en même temps, parce que globalement, ça peut souvent taper sur les mêmes ressources. Jusque-là, tout va bien? Ouais. Ok, les 5 objets, j'en ai un peu parlé. Donc, opportunité, c'est... Alors, opportunité, pour info, c'est hyper important, surtout en B2B, parce que quand vous avez un client qui vous demande quelque chose ou un prospect, on garde la trace de la demande initiale. C'est pas la demande reformulée et tout, c'est vraiment la demande initiale. Une fois qu'on a décidé de travailler, là, on va arriver sur les objets qui sont là, qui sont plutôt nos objets de change. Donc, le thème, si je dois le résumer, c'est globalement l'objet, le gros caillou qu'il va y avoir dans la roadmap. Maximum 3 mois de delivery si possible. Donc, c'est quand même pas un petit truc. C'est un gros caillou. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une ambition business et c'est lié aux jobs to be done si possible. Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Des décisions d'investissement, j'en ai parlé. Donc, ça nous sert à savoir quand on arrive en learning si oui ou non je vais continuer à investir sur cette initiative. Ça, on le découpe en épiques. Et si j'avais pu changer, pour info, dans Jira, alors j'ai failli le faire, de dire que dans Jira, on change épique, on met l'autre valeur. Mais ne mesurons pas les conséquences de cet acte fou. Je ne l'ai pas fait. Donc, un épique, c'est un changement de comportement utilisateur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si un épique est terminé, je vais en prod. Enfin, quand je dis je vais en prod, c'est j'active en prod. Parce que je vais permettre un changement de comportement utilisateur. Il pourra faire demain un truc qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Donc là, globalement, si vous comprenez la logique, on remet tout dans une vision produit. Où on se focalise sur qu'est-ce qui va être le changement pour l'utilisateur. Et l'US, c'est un changement de comportement du produit. Et il faut souvent plusieurs changements de comportement du produit pour avoir un changement de comportement utilisateur. Donc, je vais donner un exemple de découpage qui n'est pas bon, mais si vous avez 10 écrans, bah, ça peut être les 10 écrans. Les coachs agiles, ils vont me dire que c'est pas comme ça qu'il faut découper, mais globalement, c'est ça. Et ça, quand j'en parle, souvent, je dis, je l'ai imposé, ça. Enfin, quand je l'ai imposé, c'est les bonnes pratiques du marché. Et pourquoi on l'a imposé? C'est parce que si vous voulez faire de la priorisation et qu'on ne parle pas des mêmes objets, parce que nous, en gros, le but, c'est de faire de l'optimum global. Hein. Si on ne parle pas des mêmes objets, on est mort. Donc, en gros, on a dû normaliser les objets. En disant, un thème, c'est ça, un épique, c'est ça, et une US, c'est ça. Et les épiques, typiquement, ça sert sur la partie reporting de delivery pour savoir où on en est. Donc ça, on a dû les imposer. Alors là, je dis que c'est mon 6e objet. Alors, il y a un peu des débats en ce moment. Donc, on a rajouté un objet au-dessus du thème qui est l'initiative, qui sert à faire quoi? Qui sert à avoir tous les thèmes sur un même sujet. Et c'est globalement à ce niveau-là qu'on gère les questions d'investissement. C'est pas au niveau thème, savoir si pour une grande initiative, je vais la réduire, l'augmenter, tous ces trucs-là. La partie budgétaire, elle est au niveau initiative. Mais les initiatives ressemblent furieusement à des OKR. Bon. Mais en tout cas, tout ça, là, ça sert à l'objet du dessus. Alors, pourquoi? Parce qu'en gros, ça parle beaucoup au PO, PM et HOP. Quand on commence à arriver à CPO, des fois, ça devient un peu plus compliqué. Et quand on commence à arriver au strat du dessus, CEO, il dit « Ouais, votre niveau, il est trop fin. Même si c'est des gros cailloux, il y en a trop. » Donc ça, c'est nos objets. Et pareil, ça, c'est imposé. C'est imposé parce que sinon, après, on peut rien bouger. Alors, les évolutions, un recentrage sur le discovery. Donc déjà, c'est le truc que j'ai raconté. Au début, on faisait mal la différence entre stratégie et discovery. Donc, il faut savoir que le time to market, il part à partir du moment où on rentre en discovery. Et vous pouvez faire la recherche exploratoire que vous voulez en stratégie. Prenez votre temps. Et on ne va pas se presser en stratégie parce que sinon, on va avoir une ambition pourrie et derrière, on va le payer derrière. Donc, en tout cas, voilà, recentrage sur le discovery et surtout déjà bien séparer discovery et stratégie et sur l'ambition. Et quelle est la valeur pour l'organisation? Donc là, il y a déjà eu des talks qui ont été faits dans le monde du produit qui dit OK, c'est bien de dire qu'il faut résoudre des problèmes à des utilisateurs, mais si c'est pas rentable pour la boîte, eh ben, ça va pas marcher très longtemps. Donc là, on a vraiment cette dualité. Hein. Il y a est-ce qu'on est en train de résoudre avec une solution un problème pour un utilisateur, mais est-ce que c'est rentable pour la boîte? Et si c'est pas rentable pour la boîte, à un moment, ça va pas marcher très très longtemps. Hein. Donc, il faut absolument être capable de positionner de l'ambition. Donc, l'ambition, c'est vraiment dire pour ce thème, donc ce gros caillou-là, qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça va nous permettre de regarder les uns par rapport aux autres. Et des fois, on l'oubliait, ça.
Ça paraît débile, mais à force d'être focalisé utilisateur, des fois on oublie ça. Le problème, qu'est-ce que notre utilisateur ne peut pas faire aujourd'hui qu'il aimerait faire demain? Donc là, il y a vraiment ça où on force à bien exprimer le problème. Pourquoi on a fait ça? Parce que des fois, des gens arrivaient avec des solutions. Il faut un écran qui fait ça. Ouais, ok, mais pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que l'utilisateur va pouvoir faire demain qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Donc ça paraît évident, mais en tout cas, on l'a bien remis. Priorisation glissante. Donc là, j'en ai parlé. Donc le fait de prioriser tous les mois, mais avec un horizon glissant, ça change beaucoup les habitudes. Et on n'a plus le phénomène de on peut bourrer. Et globalement, la priorisation glissante va aussi avec une priorisation de type tri absolu. On essaye d'avoir, si vous regardez notre Kanban, en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il n'y a pas plusieurs 1, plusieurs 2, plusieurs 3, plusieurs 4, plusieurs 5, plusieurs 6. Donc en gros, on le fait avec le Kanban et il y a une priorité absolue et quand ils ont fini quelque chose, ils prennent la partie d'après. Donc on a moins ce phénomène de on bourre. Pour info, quand on a fait ça, vu qu'on a cassé les dépendances, on s'est aussi rendu compte qu'on n'avait plus trop à gérer des dépendances de manière trimestrielle. C'est aussi un peu pour ça que ça s'appelle notre vie après safe. C'est que à partir du moment où on avait cassé toutes les dépendances, qu'on n'avait plus que 2 équipes par thème, ce qu'on a dit, c'est que sur chaque chaîne de valeur, débrouillez-vous, vous priorisez, et on va faire une réunion que pour les thèmes transverses. Donc les thèmes transverses étant ceux qui sont cross chaîne de valeur. Et globalement, cette réunion-là, elle est mensuelle et dure 1 heure, 1 heure et demie, je crois. Maintenant, je crois qu'elle dure 1 heure. Et en gros, on ne parle que des thèmes transverses. Avant, chacun dans sa chaîne de valeur est arrivé à fait sa prio, parce qu'il n'y a pas trop de dépendance. Et après, on a besoin d'une réunion avec tout le monde, mais assez peu finalement. Et c'est en grande partie parce qu'on a changé l'orga pour ne pas avoir trop de dépendance. Pour info, nous, on ne fait pas de changement d'orga tous les 3 ans, on fait plutôt des changements d'orga tous les 6 mois, peut-être un peu tous les ans. Et ça fait qu'on fait beaucoup plus de petits changements. Et on réoriente là, on a regardé. Typiquement, la première fois qu'on l'avait fait, on était beaucoup orienté DDD, domaine métier. Là, on l'a refait avec les jobs to be done. Ça nous a permis d'affiner 2-3 trucs. Et là, on va encore bouger. Et donc, globalement, on aime bien faire plein de changements assez souvent plutôt que de faire des gros changements. Limiter l'encours, j'en ai parlé. Bon, là, on avait un encours de malade sur les thèmes. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un critère qui explique comment on a réussi à augmenter la productivité. Alors, quand je dis qu'on a augmenté la productivité, je parle du nombre de thèmes délivrés par mois. Globalement, on l'a augmenté de 30%. À un moment, ça a arrêté d'augmenter, je dirais, pour d'autres raisons. Parce qu'il y a quand même un moment où quand votre time to market il commence à être bas et que votre delivery il est bon, la question, c'est pas est-ce que je vais encore plus vite, c'est plutôt est-ce que je suis en train de résoudre les bons problèmes. Donc là, c'est là où il faut quand même passer plus de temps sur l'ambition, sur le discovery et un peu plus sur la data. Et j'ai dit quoi après? Autonomie, principe. Donc ça, c'est 2 choses qui sont un peu différentes, les 2 derniers là. C'est ce que je disais, je veux surtout pas que dans le modèle opérationnel, la façon dont on bosse, les gens puissent bâtonner en disant ok, c'est comme ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. Et je leur dis des fois, si vous n'avez pas besoin de votre cerveau pour bosser, c'est qu'il y a un problème. Donc on veut rester au niveau des principes, c'est la partie en bas, qui explique globalement comment les gens doivent bosser. Et oui, on a mis des contraintes, surtout sur la partie haute, pour favoriser l'optimum global, parce que je veux vraiment, en gros, ce qu'on veut vraiment, c'est que les grosses priorités de la boîte passent avant les priorités de chaque partie. Et donc oui, on a obligé les 4 étapes, on a obligé les 3 objets. Mais après, pour le reste, les gens, ils ont quand même pas mal de liberté et de flexibilité. Typiquement, si je vais au niveau équipe, savoir s'ils font la rétro à la fin de chaque sprint, savoir s'ils sont en Scrum, savoir s'ils sont whatever, c'est pas le débat. Donc là, en gros, on définit des principes. Et après, l'autonomie. Alors, l'autonomie, qu'est-ce qui est nécessaire pour l'optimum global? C'est un débat assez récurrent. Alors, comment dire? Autonomie n'est pas indépendance, ou il y en a qui disent des fois autonomie n'est pas autarcie. En gros, ce qu'on veut pas, c'est que chaque équipe dans son coin dire moi, je suis responsable de mon produit et je fais mon truc. Parce qu'à l'arrivée, c'est une somme d'optimums locaux, mais c'est pas pour ça que pour la boîte, on bosse sur les bons sujets. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper prégnant chez nous. Donc on fait de l'autonomie dans un cadre, mais ce qu'on veut, c'est l'optimum global. Genre bon, bref, nous avons quitté Safe. En fait, ce qui s'est passé là, quand je raconte l'histoire, c'est voilà, il y a eu le moment où on a besoin de faire une réorg, on a retravaillé sur nos grandes étapes, on a retravaillé sur les objets, et à la fin, on s'est demandé mais pourquoi on a encore besoin du PI planning, et ben, on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus besoin. Et c'est comme ça qu'on a arrêté. On n'a pas essayé de chercher à enlever Safe, pour info. On s'est juste rendu compte que par rapport à ce qu'on voulait faire et des objets dont on avait besoin et comment on visait l'optimum global, qu'à la fin, il n'y avait plus besoin de PI planning, donc on a arrêté. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Après, si vous voulez pousser, va y avoir les 7 livres, et c'est là où je me suis fait un peu de pub, mais je ne vais pas passer longtemps dessus. De toute façon, les slides, je pense qu'ils seront en ligne aussi. Ils sont déjà. Ils y seront en ligne, donc vous aurez le temps de regarder.
Et là, après, je fais les 8 questions, mais j'ai envie de passer à ça avant de prendre des questions. Ça, c'est mon avis un peu personnel. Donc là, je dis, ce slide-là, je vais plutôt être pro-safe, on va dire. Je dis safe, un super outil de veille. Donc, par rapport à ce que justement tu as dit ce matin, pour moi, je le vois bien, safe intègre toujours les nouvelles tendances. Je sais pas comment le dire exactement. Je pense à, par exemple, Team Topology quand c'est arrivé. J'ai d'ailleurs cherché le schéma où il y avait toutes les sources d'inspiration. À un moment, c'était écrit Team Topo, Design Thinking, ça n'existe plus comme ça? Ouais, donc je cherchais justement toutes les sources d'inspiration. Et à chaque fois, de toute façon, moi, quand je me suis mis sur Team Topo, je l'ai vu apparaître 2 ans après sur Safe. Et en gros, si votre business vous permet d'attendre un peu, j'aurais quand même tendance à mettre Safe plus par là sur la prise en compte des sources d'inspiration. Moi, je dis c'est très bien et c'est un super outil de veille. Il n'y a plus qu'à attendre que Safe le fasse et c'est très bien. Je dirais que nous, c'est Cdiscount sur la partie retail et la partie B2C, on est plus là. On dit souvent c'est Excel or die. Et nous, on peut pas se permettre d'attendre avant d'intégrer les nouvelles bonnes pratiques, qu'il se passe 2 ans, quoi. Donc Team Topo, nous, on a été à fond dedans. Alors, j'ai pas retenu les prochaines vagues qu'il y a sur Safe, mais globalement, nous, on essaie d'être au plus près de la tendance, et donc on est vraiment entre là et là, quoi. DDD, C4, tous ces trucs-là, on y est. Et donc, moi, j'ai tendance à dire Safe, c'est un super outil de veille, mais pas pour nous, parce qu'on ne peut pas attendre, on a besoin d'être directement sur les dernières tendances. Et après, donc là, c'est mon débat théologique là pour finir. Tout ce que j'ai présenté, globalement, c'est quoi? C'est de plus en plus, c'est un modèle opérationnel. En gros, c'est la façon dont on travaille. Et là, par contre, c'est là où ça va être, où j'ai des convictions. Ce n'est pas un TOM, ce n'est pas un Target Operating Model, et c'est pas quelque chose où on va dire comment on va bosser dans 2 ans. C'est un modèle opérationnel actuel qui décrit la façon dont on bosse actuellement, et nous allons faire des transitions là-dessus. Les transitions qu'on va faire, c'est qu'il y a des choses qui vont émerger du terrain. Donc, je prenais l'exemple, chez nous, il y a un processus qui s'appelle architecture émergente, qui sert à faire qu'on puisse intégrer des nouvelles façons de faire, et c'est vu avec les responsables techniques. Exemple, il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont décidé de faire du C4, c'est un modèle pour l'architecture. Et donc, il y a 2 endroits où c'est parti, côté finance et côté logistique. Ils l'ont testé. Donc, le process maintenant, c'est de dire, vous passez devant tous les responsables techniques, vous expliquez ce que vous faites, vous allez lancer le POC. Les gens, ils peuvent voter comme ça ou comme ça. Donc, vous pouvez avoir des vétos. Comme ça, tout le monde le sait. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez, vous faites un ADR, donc Architecture Decision Record, vous expliquez ce que vous avez fait. Si ça marche, vous pouvez passer pilote en prod. Et si ça marche encore, on va passer à l'échelle. Et donc ça, c'est vraiment une façon de faire émerger d'en bas. Et c'est les responsables techniques qui se débrouillent entre eux. Je vais lire pour info, hein, si vous n'arrivez pas à lire toutes les cases. Et par contre, ça ne marche pas si vous voulez arrêter quelque chose. Quand je dis arrêter quelque chose, on a eu le cas sur un framework de test. Il y a un responsable technique qui est arrivé en disant bah, ça, il faudrait l'arrêter. Bah, il s'est pris des vétos. Hein, parce que les autres, ils ont dit ouais, t'es gentil, mais moi, je l'ai encore et j'ai pas la capa pour l'enlever. D'où le fait que là, tout ça, le modèle opérationnel, ça sert à exécuter la stratégie. Et si la stratégie elle change, bah, faut que le modèle opérationnel il change. Et donc, dire on arrête ce framework technique de test, c'est une décision de stratégie technique. Et en tout cas, c'est une décision stratégique. On peut avoir aussi la stratégie produit, mais globalement, tout ça, ça va permettre à exécuter le modèle opérationnel sert à exécuter la stratégie. Dedans, il y a la structure organisationnelle. Donc, c'est quoi une équipe, comment on organise les équipes, comment on fait du design d'orga pour limiter les dépendances, c'est dedans. La mesure de la performance, c'est tous les tableaux de bord qui nous permettent de prendre des décisions du style qu'est-ce qui marche pas, c'est aussi la partie product learning. Technologie et système, on a quand même, par exemple, normalisé les outils. J'ai parlé de Jira. On ne peut pas se permettre d'avoir 10 outils de gestion du backlog, donc c'est Jira, par exemple. La partie processus, c'est vraiment ce que j'ai décrit en disant, OK, il y a 4 étapes, il y a 3 objets, et on fait ça, telle étape et tout, c'est là-dedans. La partie gouvernance, c'est on le revoit tous les mois, tous ces trucs-là. Et la partie ressources humaines, c'est comment on décide de gérer la partie... c'est quoi le style de management. Et dedans, alors je sais pas si je le mets dans ressources humaines ou structure organisationnelle, il y a aussi tous les descriptions des fiches de poste, parcours de carrière, tous ces trucs-là. Et tout ça, à la fin, ça fait un modèle opérationnel qui permet d'exécuter la stratégie. Donc aujourd'hui, ça, je suis plutôt en train de le formaliser parce qu'il est plutôt arrivé comme ça. Et à un moment, bon, ma chef m'a dit, mais si, ça fait quelque temps que je te dis que c'est un modèle opérationnel. Bon, moi, j'ai vraiment tilté que tout ce qu'on faisait, c'était un modèle opérationnel. Et donc, globalement, tout ça, ça va nous permettre de faire évoluer et donc faire de la transition à partir du modèle opérationnel en disant, OK, il y a des trucs qui ont émergé là, il faut le mettre à l'échelle. Et quand la stratégie bouge, on va faire bouger ça. En tout cas, nous ne faisons pas de transformation. En se projetant à 2 ans, nous faisons que des transitions par rapport à l'évolution. Et c'est là où je dis j'ai une conviction assez forte sur le fait de faire des transitions et pas faire de transformation.
Je veux bien prendre des questions maintenant. Cette fois-ci, je reviens en arrière. Oui, j'attends que quelqu'un te donne un micro. Bonjour, Ange Colo, PMU. Ouais. Je voulais savoir comment vous gérez toute la partie obsolescence, dette technique, montée de version quand on est vraiment product oriented. Alors, comment ça rentre dans ces sujets-là, quoi. Donc là, j'ai parlé des thèmes, il y a un autre objet qui s'appelle un enabler. C'est l'équivalent. Et en gros, un enabler, là, on rediscute de la définition, mais globalement, il ne faut pas que ça ait d'impact business et il ne faut pas que ça ait d'impact sur l'expérience utilisateur. À partir du moment où tu as ça, c'est que c'est un enabler. C'est géré par la partie engineering et on bosse avec des ratios thème enabler, en gros, à peu près, pour être capable de gérer ça. Après, j'aime pas trop le terme d'aide technique parce que derrière, tu mets un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, si on va dire montée de version de .NET, c'est un enabler. Il n'y a pas longtemps, il y en avait eu un pour améliorer le monitoring fonctionnel partout. Ça n'a pas d'impact utilisateur, c'est que pour nous, c'est un enabler. Donc, on a aussi cette notion d'enabler qui est priorisée en même temps que les thèmes, pour info d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que sinon, on avait un double système de prio et les équipes, elles sont au milieu. Donc, c'est des thèmes. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est que les thèmes sont écrits par les Head of Product, alors que les enablers sont écrits par les Head of Engineering. Mais globalement, tu vas retrouver la même mécanique. Et sur les enablers, on force les équipes à expliquer en quoi ça apporte de la valeur. Parce que mine de rien, il n'y a pas de raison. Si on fait un enabler, c'est bien parce que ça a un intérêt. Et en théorie, on est aussi censé faire du learning sur les enablers. Je dis on est censé, parce que c'est pas le plus facile. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit dette technique, je pense que j'ai répondu. Ou... Non, mais ça répond à ma question. Okay. C'était la priorisation, on va dire, des enveloppes et on fait une priorisation globale sur l'intégralité. Ouais, il y a toujours un point où c'est un peu compliqué pour info, c'est les petits sujets, les maintenances évolutives. Je les appelle maintenances évolutives. Pourquoi? Parce que sur la maintenance évolutive, on veut pas les mettre dans les priorisations mensuelles parce qu'on est sur un petit truc. Donc c'est là où on dit qu'on peut faire des épiques orphelines, des épiques non rattachées à un thème, et c'est du budget distribué qu'on donne aux équipes pour faire de la petite amélioration, et après on discute des ratios. Le truc, c'est que dedans, est-ce que c'est vraiment une épique orpheline ou est-ce que c'est un thème? Parce que le thème, c'est l'objet de la roadmap. Et je vais aller jusqu'au bout. Le thème, c'est aussi l'objet OPEX, CAPEX, amortissement. C'est quand un thème est terminé qu'on amortit. Alors, si on fait des OPEX, des épiques orphelines, bon. Vous voyez que, pourquoi je parlais de modèle opérationnel? Parce qu'on tire tout ça. Il faut bien réfléchir avant de faire un changement. Mais en tout cas, on a cette mécanique-là qui existe. Très bien. Peut-être question qui suit alors sur Internet, en ligne. Sur le même sujet, comment sont gérés du coup les sujets risques et réglementaires, par exemple? Les sujets risques et réglementaires. C'est quoi un sujet risque? Alors, les sujets réglementaires, pour moi, c'est un thème pareil. Hein. C'est un objet qui va être dans la roadmap, on va dire, enfin dans la product roadmap, hein, quand je parle de ça. Donc en gros, pourquoi on le fait? Pour moi, les sujets réglementaires, d'ailleurs, c'est un faux débat. Pourquoi on le fait? On n'est pas obligé de le faire. Je suis désolé de le dire des fois, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut se dire, je prends la paume et on n'en parle plus, quoi. Je décide d'être hors la loi et je décide d'assumer le risque. Et c'est tout à fait quelque chose que vous avez le droit de décider. Hein. Et donc, on peut le faire. Donc après, il y a toujours une valeur associée aux objets réglementaires. Et donc, c'est un thème comme un autre. Et après, le risque, je ne sais pas ce qu'on appelle le risque, mais en tout cas, tout ce que j'ai présenté avec le fait de faire de la recherche exploratoire en stratégie, le fait de continuer à dérisquer en discovery, tout ça, c'est de la gestion des risques sur un thème donné. Et après, on va gérer la partie date, mais toutes nos étapes d'avant servent à faire qu'on se plante le moins possible. Alors, je ne dirais pas qu'on va jamais se planter, c'est illusoire, on va se planter une fois de temps en temps, mais on va essayer de se planter le moins possible. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi bien savoir quand on se plante, accessoirement. Je parle de la partie learning. Si vous ne mesurez pas, pour moi, vous ne savez pas vraiment si vous êtes planté. Et après, si je vais jusqu'au bout, je fais une petite parenthèse. Quand on arrive en product learning, en théorie, on devrait avoir un minimum de statistiques en tête. Parce que s'il n'y a pas une marge d'erreur, par exemple, j'ai une mesure, mais j'ai que 5 points, c'est tombé pendant le Black Friday, bon, ok, votre mesure, elle vaut un peu rien, quoi. Il faut avoir confiance dans la mesure pour être capable de prendre la décision. C'est ça la logique qu'il y a derrière. Et s'il n'y a pas un minimum de fiabilité de la mesure, votre mesure, elle vaut rien. Donc globalement, si je reprends le site cdiscount.com, on a de la chance, on a un gros volume, donc on sait très vite si oui ou non on a livré de la valeur. D'autres questions? Apparemment, tu as été très clair.
Non, regarde, en ligne, il y a une question. Ah non, il y en a une là. Alors, et en ligne, enfin. Je crois qu'il y en a une aussi par là, c'est ça, vous en avez une? Il y en a une. Non. Alors du coup, comment avez-vous cassé les dépendances et combien de temps ça vous a pris? Est-ce qu'il s'agit plutôt de dépendances entre équipes organisationnelles ou fonctionnelles et également plus techniques? Alors ça, effectivement, c'était au début de la présentation. Donc c'est là où c'est presque une présentation elle-même, ça. Donc c'est ce qu'il y a autour de ça. Donc l'idée générale, sachant qu'on l'a refait, je l'ai documenté sur Medium, ce truc-là, c'est pour casser les dépendances, globalement, ce qu'on a besoin, c'est d'une carte qui nous montre les dépendances d'abord. Donc en gros, d'abord, je commence par visualiser les domaines métiers. Donc là, d'ailleurs, on passe du temps, Ubiquitous Language, ou ces trucs-là, à bien identifier les domaines métiers. Et une fois que j'ai cette carte-là, donc je sais... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit produit, je dis quoi, produit, offre, vendeur, finance, logistique. En fait, à l'intérieur, il y a des sous-domaines. Il y a par exemple gestion des taxes, gestion des choses comme ça. Donc en gros, j'ai mes grosses business areas ou patates et après, j'ai en dessous des sous-domaines. Récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mappé les jobs to be done à ça, ce qui a été intéressant parce que ça nous a permis de faire des regroupements de domaines. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on n'était pas trop mal et qu'on s'était pas trop planté. Et donc, en croisant, en référencier des jobs to be done et en référencier des domaines métiers, j'ai une bonne carte du métier, on va dire, de la problématique métier. Suite à ça, ce qu'on fait, c'est après, on mappe les assets techniques. Donc, je rajoute des post-it noirs sur la map en disant assets techniques, assets techniques. Nous, on a de la chance, c'est globalement bien architecturé. On a assez peu d'assets techniques qui se baladent au milieu de nulle part. Donc, qui sont dans aucun domaine métier. Ça, c'est jamais bon. Et j'ai assez peu aussi d'assets techniques qui sont à 4 endroits. Ou tous ces trucs-là. De toute façon, à chaque fois, hein, vous avez des problèmes quand vous avez un asset technique sur plusieurs domaines sur un asset, enfin tous les trucs, là, en général, c'est pas bon. Donc ça, on le voit, et après, on mappe les équipes. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit par rapport à la stratégie d'aujourd'hui, quelle est la meilleure organisation possible. Et c'est toujours par rapport à la stratégie qu'on veut avoir. Il n'y a pas d'organisation ultime qui marche dans tous les coups. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, OK, la stratégie, c'est ça. Donc, le modèle qu'on va appliquer, c'est ça. Là, on va chercher du team topo, hein, pour info. On dit, c'est des stream align team avec tel axe. Et une fois que vous avez fait ça, après, vous prenez toute votre roadmap et vous la faites passer dedans et vous voyez ce que ça donne. Et si votre chiffre, il est faible, c'est que vous êtes bon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire de prendre la roadmap et de l'envoyer. Donc, vous regardez quelles sont les équipes. Et après, vous voyez où vous avez le moins de niveau de dépendance. Après, il y a toujours des contraintes, hein, après, hein, qui viennent sur... la stat technique, il faut un minimum la rationaliser, tous ces trucs-là habituels. Mais globalement, en termes d'architecture, je sais pas comment dire, applicative, on a de la chance, on a plutôt bien bossé et on a plutôt une bijection entre les domaines métiers et les assets techniques. Donc ça, c'est cool, j'ai pas géré ça. Cette journée, vous êtes fatigué. Ouais, je pense... 2 minutes 32. Je pense qu'il y a une question aussi en ligne. À quand l'assertif post-safe là? Du coup, de quoi? Il y a une question en ligne. À quand l'assertif post-safe? Du coup. C'était Sébastien là, qui présentait ce matin les tendances de l'agilité. Et tu disais que dans le reporting, ils avaient mis le modèle hybride, c'est ça? Modèle maison. Là, globalement, on a fait quelque chose qui correspondait à nos problématiques, à nos attentes. Et on s'est rendu compte que c'était le plus adapté à nous. En partie... pour moi, un des gros drivers, c'est la non-stabilité des prios chez nous. Ça change beaucoup trop souvent, donc il faut vraiment qu'on ait un mécanisme qui nous permet de vraiment nous adapter sans arrêter les choses et tout. Et c'est en réfléchissant à ce dont on avait besoin qu'on a fini avec ça. Mais c'est pas... Surtout, j'ai envie de dire... Bon, je l'explique un peu en ligne si vous voulez en savoir plus sur la chaîne YouTube Pixis, mais je déconseille très fortement de le prendre tel quel et de l'implémenter. En l'occurrence, vous aurez du mal. Mais, et en plus, on retrouve, ce que je dis des fois, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu aux sources d'inspiration sous-jacentes à Safe. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Don Reinerson qui a écrit Product Development Flow seconde génération. On a fait du Team Topo. Enfin, on va retrouver les mêmes sources d'inspiration, sauf que nous, on est retourné à la base. Et donc, c'est pas un framework, on ne vend rien, et débrouillez-vous. Il n'y aura pas de certif. Et voilà. On s'arrête là. Merci. Merci. Il y a le mot de la fin, c'est ça? Exactement. Allez, je m'en vais. Tu peux rester pour le mot de la fin. Non, oui, mais j'ai même le public. Ben, c'est moi.
Effectivement, le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation, votre engagement tout au long de la journée, votre énergie. On espère que ça vous a plu. Merci aux speakers, aux intervenants pour toutes les interventions pertinentes, percutantes. Je pense que c'était une bonne journée. Et on a fait deux innovations là, cette année autour du coaching clinique et la fresque. Du coup, je voulais donner la parole à nos médecins pour qu'ils nous parlent un peu des symptômes qu'ils ont eus tout au long de la journée. Damien. Ouais, des symptômes qui ont été partagés. On a eu 3 consultations plutôt intéressantes, pas mal autour de Safe quand même. Avec la première sur la valeur business, comment on pilote la valeur business et comment on engage aussi les métiers autour de la valeur business. Deuxième, on a aussi parlé LPM qui continue, je pense, sur toute la journée à intéresser pas mal de monde. Donc, petit sujet sur comment on monte un LPM, par quoi il faut commencer, etc. Et le dernier, gros sujet aussi sur comment on implique le top management dans la transformation. Donc voilà, on était déguisé en médecin, pas en magicien, donc en 20 minutes, c'était compliqué de résoudre toutes ces problématiques. Pour autant, on a eu des discussions très intéressantes. Il y aura une petite synthèse avec les interviews qui ont été faites. En tout cas, merci encore à ceux qui sont venus nous partager leurs inquiétudes. Et Damien, si tu veux. Et je retiens de toutes ces consultations de chercher à embarquer le plus de monde possible, y compris le management. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Toujours, souvent le parent pauvre des transformations. Et en fait, ils sont pierre angulaire de celle-ci. Donc, pensez aux managers. Voilà. Bon, la clinique ne ferme pas. On est toujours disponible pour vos problématiques en heure de garde de nuit. On tient la garde. Merci à vous deux. Merci de les applaudir. Je me déplace vers la fresque pour donner le micro à Léa. On vous donne un peu ce que tu as pu capter aujourd'hui. Merci beaucoup, Cyrine. Écoutez, je vais faire très simple. Déjà, j'ai pris un immense plaisir à capter ce que j'ai pu comprendre, apprendre aujourd'hui des différentes interventions. Et ce que je peux retenir d'Odile Moreau, c'est que l'IA est au cœur de nos échanges, que c'est une IA responsable et qu'elle accompagne l'agilité. Donc, ce qu'on en retient dans la durabilité, donc à la fois économique, sociale et environnementale. Concernant le pitch de Claire et Franck, c'est surtout les 4 KPI. Et la phrase clé, ce n'est pas parce que vous êtes prédictible ou que vous ne l'êtes pas, vous faites de la prédictibilité. Ensuite, concernant le train plateforme, donc je retiens qu'on est tous dans le même train avec SACEM. Et côté architecture agile, donc les mots que j'ai retenus, c'est adapt or disappear, donc soit s'adapter ou alors disparaître. L'IPA, à ne pas confondre avec la bière, bien entendu. D'avoir un langage commun entre les experts métiers, développeurs, architectes, et un juste équilibre entre les intentions et l'émergence, si j'ai bien compris. Lorsque la sécurité psychologique devient une nécessité, donc de Benoît, donc je retiens surtout SAMU, avec sondage, alerte, médiation, urgence. Donc, je retiens ici les échanges qu'il faut oser dire lorsqu'on a fait des erreurs. Et j'ai retenu aussi qu'il y a différents types de silence. Ensuite, sur le discours de Cyrine sur la mise en place du budget participatif, donc là, j'ai représenté une petite tirelire. Donc, c'est à la fois les métiers et les DSI qui ont contribué à ce budget. Donc, on avait avant 250 sujets et au final 40 lots. Et enfin, pour la dernière keynote, notre vie après Safe, donc aider à la croissance, avoir un focus fort sur le delivery. Et voilà, j'ai noté vraiment l'essentiel. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est aussi pour vous. Donc, c'est un cadeau. N'hésitez pas à prendre des photos et surtout à noter une petite note, ce que vous avez pensé d'aujourd'hui, de l'Agile Day. Donc, un grand merci à vous tous. Merci Léa. C'était
vraiment un honneur de mettre de l'artistique aujourd'hui à l'Agile Day. Du coup, job is done. Merci beaucoup. Effectivement, mettez du feedback sur toute la planche réservée pour ça. Il n'y a pas de rôti, il n'y a pas de QR code. L'idée, c'est allez-y, dessinez ou mettez un mot. N'ayez pas peur. C'est pour nous, pour un souvenir. Donc, on espère que tous ces apprentissages, vous allez pouvoir les mettre en application chez vous, dans vos contextes. Et pour finir, et après je vous lâche pour aller au pot, je vais juste appeler tous ceux qui ont un bandana rouge qui viennent avec moi sur scène, si je peux dire. Tous ceux qui vont arriver, c'est ceux qui ont contribué pendant des mois et des mois, vraiment un effort considérable pour que cette journée soit à cette hauteur. Donc, merci à vous. Merci Cécile, Vincent, Alban, Zian, Alexandre, Latifa, Khalil. Merci à vous, merci Julien, merci Régis. Donc encore bravo, si on peut encore plus les applaudir s'il vous plaît. Et on se donne rendez-vous dans un an pour le prochain Agile Day. Et à très bientôt. On enchaîne avec un pot, on vous invite à venir au pot et aussi ceux qui veulent aller en